Quand les enfants de la forêt m'ont proposé de vivre une semaine en immersion nomade et sauvage, dans les montagnes et les forêts des Pyrénées ariégeoises, j'ai dit oui sans hésiter. Mon fils fera partie de l'aventure. Au départ, c'est un appel instinctif. Vivre au contact d'une nature plus sauvage. Faire le feu par friction. Reconnaître et cuisiner les plantes sauvages. Dormir à la belle étoile. Fabriquer avec ses mains. Un savoir-faire ancestral que nous avons presque oublié. Aussi s'alléger du matériel pour s'enrichir du vivant qui nous entoure. Là-bas, il n'y a plus d'heures. Au début, c'est déroutant, puis peu à peu, d'autres repères s'installent. Un autre espace se crée, celui du rythme de la nature. J'ai rencontré des personnes qui transmettent leur amour du vivant et des gestes primitifs en toute humilité. Mais au fond, une question m'accompagne. Que reste-t-il de notre lien au vivant et comment le retrouver vraiment ? On peut en remettre déjà ou... Ouais. C'est chaud. Cette graisse-là. C'est pas assez On chaud. dirait un sac. Le simple fait de vivre ensemble, de vivre autour du feu, de chercher son eau, de chercher son bois pour le feu, déjà ça c'est en fait toute une pratique en soi qui ça demande une dynamique de groupe, ça demande que la tribu aussi soit soudée pour que toutes les tâches soient faites au bon moment. Et du coup déjà pour moi ça fait partie des gestes premiers en fait. Je suis venue ici pour pouvoir expérimenter beaucoup plus profondément ce que je fais déjà dans ma vie depuis très longtemps. C'est-à-dire la connexion avec à la nature, qui est très naturelle pour moi et spontanée et que je pratique en fait dans ma vie. Mais là, j'avais besoin de vraiment le vivre en groupe, en tribu, à plusieurs et sur du long terme et dans le quotidien, pour pouvoir vraiment l'ancrer en moi et vraiment l'intégrer et que je puisse après aussi, dans ma vie à moi, le vivre de manière durable. Ça fait quand même pas mal d'années maintenant que j'enseigne les plantes et que à travers tout un tas de modules différents. Et ce que je peux voir, c'est que en transmettant, il y a vraiment quelque chose à travers la connaissance, à travers l'immersion, on s'immerge dedans. Il y a vraiment aussi l'amour qui vient avec l'intérêt et le respect, quoi. Du coup, qui sont corrélaires. Quand au début, je te racontais que des fois les gens, ils arrivent, quand ils viennent, ils connaissent vraiment rien au monde végétal. Et c'est une sorte de décor vert derrière. Puis petit à petit, tu leur montres, ils arrivent à reconnaître par eux-mêmes. Ils font une différenciation dans la forme des feuilles, dans le ton des vers. Et d'un coup, waouh, c'est comme s'ils enlevaient des lunettes. Ou qu'ils en mettaient d'autres. Des choses qui étaient devant eux, ils ne l'avaient jamais vues. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de respect souvent qui vient avec ça, beaucoup d'affection. L'alchémie, super plante, vraiment avec ce côté palmé comme ça. On voit vraiment les nervures qui partent du centre. Là, à la fin, elle ne rejoint pas son petit pédoncule. Elle n'est pas fermée, elle se rapproche du cœur, là, de la feuille. Avec les nervures vraiment qui vont jusqu'au bout, qui partent du centre. Elle a aussi, elle a vraiment ce petit côté dentelé sur tout le long de la feuille. Très souvent, quand il y a la rosée, le matin, la rosée, elle se dépose tout autour et il y a souvent une petite bulle de rosée au milieu. C'est la plante des alchimistes. Elle porte son nom, alchémie, à cause des alchimistes. Ils pensaient qu'elle pouvait servir dans la fabrication de la pierre philosophale et aussi qu'en buvant
cette rosée le matin, on obtenait l'éternelle jeunesse. Tu fais creux comme ça, tu as aussi de l'eau de Vénus. Le nombril de Vénus, De Vénus. carrément, pas du tout, mais qui est comestible aussi. Ça, c'est une rosacée. Elle va être astringente. On n'en mange pas non plus des tonnes, mais cuite, ça fait une bonne base, c'est intéressant. En salade aussi, elle n'a pas un grand goût. Moi, je la trouve assez neutre. Est-ce que tu te souviens, en montant, est-ce que tu as retenu des choses au niveau médicinal dessus? Non, de celle-là, non. Je me souviens que les femmes allaient boire le nectar ça marque. pour avoir la longévité. Mais... On dit qu'elle a une forme d'utérus. Et ça va vraiment être une plante intéressante pour les femmes. Elle est phytoprogestéronique. Du coup, c'est une plante équilibrante au niveau hormonal pour les femmes qui ont trop d'œstrogènes. En tout cas, en comestible, c'est une plante que vous allez trouver très souvent et dans énormément de milieux. La Terre nous offre tout ce dont on a besoin pour vivre et être équilibré, et que donc toutes ces personnes qui sont déconnectées du vivant et qui ont des dépressions ou des cancers ou des choses comme ça, des maladies qui sont dues à notre mode de vie occidental, le fait de faire une immersion et de cette connexion au vivant, justement, ça donne confiance en la médecine de la terre, la médecine de la forêt. Le bon sens en fait qu'on peut avoir, que l'humain peut avoir aussi, cette confiance en la nature. C'est le fait d'être déconnecté de la nature, du coup, qui fait qu'on a peur, et après on a peur de la nature, et du coup on ne peut plus être autonome et être en bonne santé en fait. Et donc pour moi c'est ça aussi la reconnexion au vivant, c'est de trouver, de vraiment retrouver l'harmonie. Oui, bah là, c'est pas une énergie en tout cas qui a Ouais, c'est osé. C'est osé, allez, osons le tout pour le tout. On vient de calculer un peu ce qu'on avait. Mon lunch de midi. Je vais tenir. Quand je n'ai pas mangé, parce que j'ai pas eu vraiment du temps. Et j'ai mangé on s'est dit, toi c'était bien ça, on peut faire ensemble. Oh là là, Maman, Roméo veut te dire un truc. Ah. Ah, je vois, ouais. C'est bon. Ah, on a une casserole. Il a mis une casserole là-bas. Voilà, petit nid. Séquence de boulot, Amadou. Ouais, Maxime, Tu veux un petit le nouveau record, nouveau record du monde du nid. On peut faire un très gros nid et souffler tous ensemble, moi je suis chaud. Ouais, vas-y, on fait ça. On fait ça. Il ne faut pas perdre la braise dans le nid. Hein. Ouais, mais on met d'abord dans le nid de base. Le petit nid Faut dans pas le perdre le maxi. nid dans le gros nid. Je pense que ça va. Qui veut garder la braise? Moi. Tiens, vas-y Jaïne. Ah, c'est Tu pas- la gardes et tu la perds pas. Ça, pour l'instant ça brûle pas, tu la gardes avec lui. Ouais. Vous la gardez ensemble. Et si jamais vous la perdez, vous la répandez là. Qui doit être rempli d'eau là-bas. Vas-y. Ah, lui, ça va C'est celle qui a. Non, elle a pas pris de feu encore, celle-là. C'est la plus claire. Celle qui brille. Si vous n'arrivez pas à faire avec un gros nid pareil. Ouais, on se met à la queue leu là et on fait une soufflette tournante. Et si elle est trop courte, on m'explique. Tu le tiens comme. Tu veux un relais ou ça va? De l'ail. D'accord. Cool. Je mettrais de l'ail. Ah oui, oui, oui. Moi aussi. Moi j'en ai ramassé plein aussi. Hein. Il souffle. C'est bon ça tient? Ouais. Tu m'as dit rien, hein, tu m'as dit. Je peux t'écrire. Vas-y, dis-toi. Tu m'as dit. On va lui mettre l'écorce. Ouais. On a un amadou. Là, c'est pas encore fini. C'est pas fini. Le feu, c'est sacré. Faut pêcher. C'est chaud. C'est chaud. Le feu, c'est sacré. Faut pêcher. Sinon, tu peux partir pendant une semaine dans la forêt avec juste ton sac à dos, ta chienne,
l'eau que tu peux filtrer, et puis voilà, cuisiner, faire le feu. Ce qui est vraiment magique d'apprendre à faire le feu par soi-même. Ça nous renvoie, c'est comme si ça réveillait des mémoires qu'on a à l'intérieur de nous, des premiers hommes en fait. On n'est pas venu pour se lancer des défis ou pour faire des épreuves, ou c'est pas un trek, ou c'est pas on n'est pas des survivalistes, on va pas dans la forêt pour se défier, pour se prouver qu'on peut tenir le froid, faire des feux sans rien, etc. On y va parce qu'on aime vivre avec les bois, c'est la vie sauvage, c'est pas... L'idée c'est pas d'aller dans la nature pour survivre, quoi. C'est de développer des compétences à mesure qui nous permettent de vivre et d'y être confortable, quoi. Ça n'empêche pas que des fois c'est la galère. Il y a toujours des galères. Et moi j'aime aussi proposer des petites missions. On va dormir une nuit juste avec une couverture ou sans rien, on allume un feu par friction parce que c'est cool et puis c'est bien aussi, je pense, de s'entraîner dans des situations aussi plus inconfortables ou des immersions où tu peux, moi je l'ai fait sur quelques jours, jamais sur une longue période, mais partir sans rien avec des vêtements et puis te débrouiller, quoi. Et moi, on a multiplié de faire 1m80. Et maintenant, c'est faire L'huile dans les salades, les froux, Ouais, la sauté n'est pas. Alors j'ai dit, on va mettre C'était Vanda. Oh, il y a un trou juste pour ça. Et là, tu es en train de les fumer en fait, c'est ça? Et ouais, les Ouais. peaux, on les fume. Et le tannage primitif, tu mets du gras dans la peau et ensuite tu fumes la peau. Et du coup, D'accord. la fumée aide à la conservation, aide à refermer les pores de la peau. Et voilà, ça aide aussi à conserver la viande. Donc voilà, on fait d'une pierre deux coups. Et déjà là, juste d'avoir un contrevent, tu vois que la fumée, elle fume bien la viande. On est parti avec juste des bases de nourriture simples. Et pendant, là, ça fait 12 jours qu'on est parti. Et donc de pouvoir vraiment complètement se nourrir avec que ce qu'on a apporté en plus, mais que des bases et les plantes qui poussent ici dans cet écosystème. Et donc j'ai appris plein de choses au niveau recettes aussi, très simples, très nourrissantes. J'ai vécu avec 3 formes de vie issues des vies traditionnelles, semi-nomade, montagnard et pasteur, nomade dans le milieu désertique et erratique forestier en tradition, devenu agriculteur sur brûlis. Moi je me rappelle une fois dans le désert, un gars avec qui j'étais, on avait des oignons qu'on avait transportés et qui donc se desséchaient au fur et à mesure des jours. On est arrivé sur une zone où il y avait des petits oignons sauvages, donc on allait en ramasser, mais les restes d'oignons qu'on avait, il les a mis dans un bocal d'eau. Et je me disais, parce qu'il va en rajouter. Et ensuite, il a sorti, le lendemain, il a sorti ces oignons qui s'étaient ravivés dans l'eau. Il a creusé au milieu des oignons qu'il y avait naturellement et il a replanté les oignons. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, Dieu a mis les oignons ici, donc quand il nous en reste, on le restitue. Et ça, c'est le genre de geste que chez nous, on a totalement oublié. On restitue à la poubelle, mais on ne restitue pas à la nature. Et on n'a pas l'art de restituer, parce que c'est pas rien de remettre dans la zone.
Le cadeau sur le chemin. Je fais de la fibre d'ortie. Ouais. Pour l'instant, je viens juste de la cueillir, tu vois, elle est toute, T'as pas suivi hier, je te l'ai dit hier, Miguel. toute fraîche. Et là, j'enlève tout l'intérieur pour garder vraiment que l'extérieur. Et c'est avec ça je vais la mettre à sécher. Ouais. Et déjà, dans quelques heures ou demain, je vais pouvoir l'utiliser pour faire une petite cordelette. Ouais. Je te montrerai. D'accord. Ok. Là, au début, on la coupe en deux, comme ça. On essaye dans toute la longueur. Et ensuite, il y a vraiment l'intérieur. Et là, on le casse. Voilà, on est sur des petits morceaux. Et après, on retire comme ça. Donnez-moi vos gamelles. Comment elle s'appelle tes On va avoir vraiment que l'extérieur qui reste. Hein? Voilà. Mais là, elle commence à être un peu fine. Et après ça, on va le mettre à sécher. Et dans quelques heures, on va avoir une petite fibre. Déjà qu'on pourra utiliser. Ouais. Et du coup, on réutilise pour faire quoi, par exemple? Et bien là, je suis en train de me fabriquer un petit filet, un ouais. panier filet de cueillette. D'accord. On pourrait faire plein de choses. Là, l'idée, c'est de commencer à faire... c'est une des cordes les plus vite réalisées. D'accord. Cordelettes les plus simples. Ok. Et puis comme on est vraiment, tu vois, en territoire d'ortie, là, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a de la matière. Alors l'idée, c'est de trouver les plus larges et les plus hautes possibles pour avoir un fil assez long. Les artisanats font partie de la vie quotidienne, on en a besoin de transformer des matières naturelles. Et c'est vrai qu'en plus du nomadisme, de la cuisine au feu, tout prend beaucoup de temps. Mais après, il y a des moments qui sont plus des stages que des immersions, où là on s'immerge pour de vrai dans un artisanat. Le tannage, il y a eu beaucoup de tannage, de la taille de silex, le feu par friction, le travail des fibres. J'aime partager déjà ce que je sais et donner envie aux gens d'aller chercher des choses dans la nature et se demander comment on le transforme, qu'est-ce qu'on peut en faire comme outil. Et c'est de la pratique, beaucoup de pratique, mais c'est aussi beaucoup un état d'être où, au lieu face à un problème où il nous manque quelque chose, c'est réellement se poser la question comment je peux remplacer ou comment je peux faire sans ou comment je peux faire autrement. Et de là en viennent les artisanats aussi, parce qu'on est obligé de bidouiller avec nos mains. Si on fait une cabanon, il faut trouver des cordages, il faut trouver de quoi ficeler les bois ensemble, où est-ce qu'on les trouve, quelles racines nous le permettent, quelles plantes nous le permettent. Inviter les gens à se poser la question et à essayer de la résoudre d'eux-mêmes aussi. Et c'est ça l'autonomie. Ce que je vais vous en parler, c'est plutôt ce que j'ai appris en Colombie, dans la Sierra Nevada, avec les Kogi et les Wiwa et les Arhuaco. Donc il y en a plusieurs peuples indigènes là-bas qui pratiquent énormément les mochilas. Les mochilas, ça veut dire sac en fait, mais ils appellent ça les mochilas en espagnol. Et du coup, moi j'ai eu l'honneur et vraiment, c'était vraiment précieux de pouvoir apprendre avec elles, comment faire ces mochilas. Donc il y a une femme qui m'a donné celle-là. Moi j'ai donné mon sac à dos un peu d'Europe et elle m'a donné ce sac. Et j'étais trop contente et j'ai voulu apprendre. Et du coup j'ai fait celle-là. Et on a fait toute la corde, tout le process. J'avais déjà appris à faire la fibre en Zimbabwe. Donc c'est une plante d'agave. Et en Colombie, ils s'appelaient ça le maguey. Et en Zimbabwe, faiba. Donc en fait, n'importe quel nom, c'est des fibres d'agave. C'est tout un processus pour les récolter. En Colombie, c'est quel type de plante alors? Une agave. Ah c'est aussi une agave en Colombie. Donc, en fait, c'est juste, il y a des différents noms dépendant de la langue, de la tradition. Mais du coup, ce que je sais, c'est une type d'agave. Ok, au Zimbabwe et en Colombie, c'est des agaves. Ça, j'ai fait avec les femmes en Colombie et ça, j'ai fait en Zimbabwe. Donc ça ressemble quand même énormément. Et en Colombie, c'est vraiment quelque chose des femmes qui font ça. C'est leur façon d'écrire
Ils font aussi des fois des patterns, comment dire, des motifs dedans. C'est très méditatif à faire. Elles le font tout le temps, même quand elles marchent, même quand elles ont le bébé derrière le dos, quand elles font d'autres choses, quand elles parlent. Elles ont toujours, tout de suite, elles sortent un truc comme ça. Elles sont en train de faire des mochilas. Souvent, elles le font, en fait, presque tout le temps, elles le font avec une aiguille. Et comme ça, elles peuvent être plus détaillées, plus fines. Tu vois, là, c'est très, très fin. Là, c'est un peu plus gros. Il y en a d'autres versions plus gros aussi. Ah oui, là, vous avez très, très grossier. Et là, celle-là, elle est très grosse. Du coup, on n'a pas besoin d'aiguille. Là, ça s'est fait à la main. Et ça, c'est très pratique pour les légumes, pour les choses qui ont besoin un peu d'air. Donc, chaque type de mochila va avoir une autre façon de l'utiliser. Ils le font aussi avec la laine, avec l'algodon, c'est le coton. Et là, c'est vraiment serré, il n'y a même pas des petits trous. D'être en nature et d'être connecté aux arbres. J'ai beaucoup de respect pour les arbres et le fait de vivre avec eux comme ça, à travers eux aussi, parce que là, tout ce qu'on fait ici dans l'immersion, c'est grâce à eux. On fait le feu, on fait tous les outils. On a d'ailleurs fabriqué une magnifique cuillère dont je suis hyper fière, c'était ça aussi que je venais chercher, l'activité manuelle. Et aussi la transmission, parce que c'est assez compliqué de trouver des personnes qui nous transmettent des savoir-faire simples de la vie, ou travailler de la fibre comme on a fait, voilà, de pouvoir vraiment apprendre à utiliser la nature avec respect pour nous, les humains, et pour pouvoir créer des objets qu'on a besoin pour notre vie. Et du coup, la technique, c'est tirer ce qu'on appelle des éclisses. Les éclisses, c'est ça. Ça permet après de remplir des paniers. Et du coup, il faut prendre des noisetiers qui ont le moins de nœuds possible. On voit là, les nœuds, c'est des petites zones noires là. Plus ils en ont, s'ils ont des gros nœuds, là c'est le bout de branche, donc c'est pas trop grave, mais des gros nœuds, c'est des points durs, et du coup c'est difficile de les sortir. Et voilà. Et du coup, le principe, c'est un peu comme si on épluche la branche. On va sortir les éclisses tout le tour, tout le pourtour. Et si vraiment il est très souple et très bon, on arrive à faire un deuxième cercle d'éclisses. Mais c'est des éclisses qui sont un peu plus rigides et qui sont plus cassantes. On ne les utilise pas au même endroit dans le panier. Voilà. Et du coup, le principe, c'est de se laisser un bras de levier. On laisse une vingtaine de centimètres à peu près pour pouvoir l'avoir dans la main. Et on vient faire une encoche à 20 cm. Donc à peu près de la taille de l'éclisse qu'on veut. Et on va venir après la tordre sur le genou, quoi. En gros, on va, en tordant et en ayant fait l'entaille, hop, l'éclisse elle va décoller. Et du coup, et après tout le long, on va venir la tordre sur le genou pour sortir l'éclisse tout le long. Donc, hop, on taille un peu. Non, non, non. Et là, en fait, c'est vraiment ce qui fait que ça marche ou pas, c'est le dosage qu'on met quand on tord. Si on tord trop, on le casse. Et si on ne tord pas assez, elle ne saute pas. Et là, du coup, on voit qu'elle est partie, elle a sauté. Et du coup, là, après, on met le doigt dessous pour pouvoir la pousser. Et tout le long, on va venir la pousser. Quand on est prêt, on entend le petit clac. On entend ce petit clac, c'est-à-dire que là, elle a sauté. Moi, je trouve que c'est des espaces où les gens ont le temps de retrouver du sens dans tous les petits gestes du quotidien. Beaucoup de sens. Dans cette temporalité qu'on offre dans les immersions. Cette notion de sens, elle est super importante. Alors c'est sûr que des fois c'est confrontant quand ils retournent dans leur vie, s'ils ont construit, ils ont développé une vie où il n'y a plus beaucoup de sens, c'est sûr que ça secoue, quoi. C'est secouant et parfois ils repartent et il y a des grandes décisions. Il y a eu plusieurs fois des gens qui ont déposé des ruptures conventionnelles au travail, ou ce genre de choses, pour essayer de trouver d'autres alternatives. Et juste ce besoin immense, quoi, humain et profond d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Moi, j'ai fait une option, qui est une option de reconsidération du vivant,
de reconsidération de la façon dont le vivant fonctionne et de la façon dont la relation au vivant permet à l'humain de refonctionner dans son cercle social. Mais j'ai tout à fait conscience que la société prise en globalité, elle a des orientations fortes, qui ne sont pas forcément celles-là, ou du moins, il y a une grande quantité de gens qui ont une orientation totalement différente. La recherche d'un hyper high-tech, sur lequel on peut aussi voir du merveilleux derrière, ou un monde meilleur. On peut voir un monde meilleur dans le fait qu'on peut arriver à avoir une production qui permet de nourrir, et finalement peut-être au fur et à mesure des années, une production qui va revenir vers une qualité. C'est un truc très long. On a poussé la planète à réagir par un changement climatique. On va se retrouver avec des immenses zones qui vont avoir un climat hyper chaotique, qui vont avoir des pertes de cette offre que fait la planète en abondance, donc une perte de l'abondance, et qu'on va compenser par du high-tech. Par exemple, dans le désert marocain, on produit les myrtilles qui sont vendues en Europe. Et quand j'ai vu ces myrtilles vendues dans le nord de la Suède, alors que tout autour on arrivait de s'être gavé de myrtilles au point de ne plus en vouloir, je me suis dit, cette aberration-là, il va falloir qu'elle trouve une résolution, parce que ce n'est pas possible. Donc effectivement, je pense que continuera toujours ce besoin d'avoir des jouets de plus en plus sophistiqués, de se perdre dans les jouets de plus en plus sophistiqués, et pour certains, que ce soit tellement leur vie qu'ils ne voient pas autre chose. Et puis il y a toute la gamme des autres, et je dirais presque à l'inverse, au plus inverse, il y a ceux qui, alors j'exagère juste un peu, ont envie de revivre uniquement avec du naturel. Mais il faut qu'ils redécouvrent aussi comment dans cet uniquement naturel, on répond à tous les besoins. Le besoin de santé, parce que l'architechnologie de la santé ne répond pas bien aux besoins de santé, je l'ai vu sur moi, mais les petits embryons de connaissances qui sont en train de regrandir sur la possibilité, et même d'être acquis différemment du passé, sur la possibilité d'une santé avec des choses naturelles ou avec des connaissances qui se basent sur le système vivant, eh ben, elle est à acquérir. Et donc, est-ce que l'humain va relever le défi de rester profondément dans la considération de l'humain et du vivant? J'espère que ça battra ce mur psychologique que se mettent les gens eux-mêmes. Parce que peut-être les conditions de la planète peut-être va nous bousculer un peu pour nous dire « Alors, vous ouvrez vos esprits ou il faut aller jusqu'au fracassage ?» Peut-être que l'ouverture d'esprit ne se fera pas que par rapport à l'état des milieux de la forêt, mais se fera aussi par rapport à l'état du milieu humain. Et à ce moment-là, on a une chance de faire une société où tout le monde pourra apporter à tout le monde. C'est l'utopie, hein. Monsieur est un beau rêveur. Mais c'est le seul espoir pour continuer. Ah oui, mais je l'ai vu en plus. Pour moi, se couper du vivant, de la nature, c'est aussi, entre guillemets, se couper de son corps ou d'une forme de nature profonde qu'on a au fond de nous. On n'est pas né avec des chaussures en plastique et des habits en plastique et assis sur une chaise et on ne vient pas de là en fait. Notre mémoire interne, cellulaire, physique, etc. s'est développée avec le temps, avec la modernité.
Mais on a marché pieds nus pendant des milliers d'années, on a fait des gestes qu'on ne fait plus aujourd'hui. Souvent dans les gestes premiers, il y a beaucoup de mouvements qui sont peu habituels. Par exemple, allumer un feu, où on va utiliser une position, une posture qui n'est pas habituelle, ou le fait d'être assis par terre autour d'un feu, ou de marcher pieds nus dans une forêt, etc. Et pour moi, c'est des... J'aime pas le mot outil, mais je l'utilise quand même, mais de reconnexion un peu à la nature, aussi de voilà, retrouver son corps dans l'espace, dans l'écosystème, sentir sous ses pieds toutes les différentes textures, chaleur, froideur, etc. Et, ça passe beaucoup par les sens. Ça passe beaucoup par les sens. Par le sensoriel. Ouais. Et dans une société, on est beaucoup coupé d'essence et pour moi c'est vital. Et souvent dans des immersions très douces où des gens n'ont pas beaucoup côtoyé la nature dans leur vie, c'est s'entraîner juste à des choses toutes simples en fait. Et déjà c'est un grand pas. Mais que chacun puisse retrouver aussi une place pour soi-même et au sein du groupe. Parce que dans une tribu comme ça, dans les bois, en fait, tout le monde a un rôle. Tout le monde a un vécu, tout le monde a une existence. Et dans des petits groupes d'une quinzaine, vingtaine de personnes, ça peut, dans des moments de vie sociétaux où on se perd un peu, et ben là, on redonner de l'amour à soi et de l'envie de faire et de voir aussi l'évolution des gens quand ils arrivent et quand ils repartent. Que toutes ces petites choses du quotidien, chercher du bois, faire à manger, passer du temps avec les enfants. Ne pas avoir de téléphone portable. Cueillir, ouais. Pendant une semaine, juste ça. Tu vois. Ça... Ne pas avoir l'heure, perdre la notion du temps dans laquelle on est baigné en dehors du sauvage, quoi. Cette relation de manger quand on a faim collectivement, faire à manger, de se réveiller quand on en a besoin. Enfin voilà, c'est des néo-tribus, quoi. C'est des nouvelles tribus, mais qui font énormément de bien à tout le monde, quoi. Où on sort de tout un tas de conditionnements pour... Alors il dit, Louis, que c'est des gestes qu'on n'a pas habituels, c'est vrai, et en même temps, souvent, au bout de quelques jours, il y a quelque chose qui vient assez naturellement, où moi j'ai l'impression qu'on reconnecte à de vieilles mémoires aussi. Tu vois, par exemple la cueillette, ça peut venir vraiment facilement, ce truc de ramasser les baies, de ramasser les plantes. Il y a des savoirs où tu as l'impression qu'il ne faut pas gratter loin pour qu'ils reviennent à notre mémoire, quoi. Ça fait pas longtemps qu'on n'a plus à se démerder par nous-mêmes, dans le sens où en fait la nourriture est là dans les magasins, on ne travaille plus pour nous, pour se nourrir et nourrir notre famille, on travaille pour gagner de l'argent, pour acheter de la nourriture. Enfin, c'est tout un cercle où en tout cas nous on se retrouve pas du tout là-dedans, et puis vraiment en fait on fait perdre l'autonomie aux gens et leur libre arbitre aussi en faisant ça, parce que en soi si on travaille tous à ramasser des plantes, ramasser des baies, les transformer sa viande, si on fait ça collectivement, on peut être autonome. Ce réflexe de faire les choses par soi-même, de l'entraide, du troc, etc. Ça se perd et c'est une flamme qu'il ne faut pas éteindre, quoi. Moi je me suis coupée à un moment donné et puis du coup on a utilisé un amadou, un super champignon là, qui est hémostatique. Et donc voilà, et tout ça en fait ça fait qu'on repart avec des trésors à l'intérieur de nous et des souvenirs, enfin plein de choses, des souvenirs, des objets, des expériences qu'on a vécues et qu'on va pouvoir continuer à tisser dans nos vies. Il y a un moment donné, j'ai 3 enfants et mon fils aîné qui a 18 ans, qui est un ado, il vient depuis plusieurs années dans les stages ou dans les immersions avec ses amis. Et de voir en fait leur retour à eux, à ces ados à qui on présente un monde pas toujours glorieux, sur tout un tas de pans, que ce soit l'écologie,
la politique, les possibilités de travail, enfin c'est coincé, c'est fermé, c'est dur quoi d'avoir 18 ans aujourd'hui et quand tu es juste face à tout ce déversement là, de mauvaises nouvelles qu'on nous balance tout le temps. Et quand ils nous ont dit à plusieurs reprises dans ce retour des jeunes que en fait, ça leur faisait vraiment du bien de savoir que ce type de vie existait, ce type de mouvement, que ça leur ouvrait des portes, ça leur permettait de rêver, ça leur permettait d'avoir espoir en autre chose. Au niveau humain, c'est pareil. Il y a des considérations. Considération de chaque âge est considérée. La relation avec chaque âge. Tous les membres relationnent avec chacun des âges, je dirais, sans cloison véritable. Et il y a des petites cloisons, voilà. Et plus au sud, dans la partie sud de l'Afrique de l'Ouest, avec leur système en classe d'âge, il y a une organisation du possible relationnel. Et il y a une connaissance des besoins de chaque moment de la vie. Et toute la tribu est là pour tenter d'apporter réellement un apport et en même temps la longue initiation qui dure plus de 20 ans amène à ce que les individus soient très autonomes. Et c'est un individu autonome qui a une faille ou une difficulté qui voit, comme là, tu l'as vu hein, ici, voilà, c'est pour ça que j'ai remercié quoi. Quand j'étais en difficulté avec mon sac, ben, voilà, il y en a un qui est descendu, qui m'a dit attends, c'est moi qui le prends là. Sans que j'ai rien eu à dire. Chacun veille sur l'autre. Et retrouver un cercle de confiance comme ça, ici, en Europe, avec tous les âges, on a l'impression de re-rentrer dans du vivant. Et c'est cette notion d'équilibre dans le vivant du cercle social, comme dans le vivant du cercle social en relation avec le système vivant, qui est important. Socialement, le problème, c'est maintenant. Maintenant, il y a des fermetures d'esprit, il y a des avis dans tous les sens. Il y a des avis qui rejettent les autres, etc. Et ce maintenant est un passage crucial. Parce que je pense que ce soit économiquement, stratégiquement, climatiquement, l'entier de la planète s'approche d'un moment où cette étroiture du sablier risque de rendre intenses les positionnements. Et ces positionnements intenses peuvent amener à l'inverse d'une réelle, profonde évolution. On est tous en devoir apprendre. Et pour moi, j'ai la sensation que le passage du paléolithique au néolithique a été un peu comme ça. Et on passe en quelque sorte du néolithique au, je ne sais pas quoi, au technolithique. Je l'appelle comme ça, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà. Et donc on est dans un passage comme ça. Le problème c'est, est-ce qu'il y en a qui vont se considérer comme la loi, parce qu'ils sont le dominant, et qui vont imposer aux autres une loi, alors que nous sommes tous uniquement frères sur la planète. Qu'elle soit une loi technique, ou une loi politique, ou une loi religieuse, ou quoi que ce soit d'autre, pour moi il y a fausse route. Et donc, est-ce que l'humain va relever le défi de rester profondément dans la considération de l'humain
et du vivant. Et là, on a un long avenir sur la Terre, mais il faut traverser les toitures du sablier. Et on voit des gens des fois arriver qui sont du burn-out ou qui n'en peuvent plus de leur taf, qui sont dans des états dépressifs qu'amène ce mode de vie aussi actuel, moderne. Et juste des fois quelques jours dans cette vie tribale dans la nature, c'est incroyable de voir comment ils repartent régénérés, qui repartent avec du sens dans leur existence. C'est assez transformateur. On voit beaucoup de gens, alors que c'est très simple. Pour moi, il n'y a rien de plus simple en réalité que de se retirer dans la nature, manger autour d'un feu, boire de l'eau, des sources. Mais c'est fou comme on voit que ça vient un peu secouer les choses. Ouais, c'est assez transformateur. Je repars de cette immersion avec une conviction profonde. Me rapprocher encore plus du vivant. Faire plus de bivouac, contempler, dormir à la belle étoile en observant ce ciel immense et en sentant ce contact si particulier avec la terre. C'est là que j'ai ressenti une vraie connexion. Cuisiner davantage avec les plantes sauvages, alimentation saine et vivante. Et réapprendre à faire avec mes mains. Car se reconnecter au vivant, c'est aussi travailler les matières naturelles. Elle est venue aussi me confirmer la sensation que j'ai depuis longtemps. Celle qu'on avait perdu quelque chose et qu'il fallait le retrouver. Vivre en harmonie avec le vivant et le préserver. Des choses toutes simples qui ne sont malheureusement plus évidentes pour la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes entourés de confort et pourtant la nature a tant à nous offrir et à nous apprendre. Si nous prenons le temps de l'écouter. Retrouver simplement ce lien que nous avons presque oublié.